L'étude des dignitaires les plus proches du roi dans le palais de Marie peut reposer sur plusieurs critères. Au niveau du vocabulaire, il faut prendre en compte le mot « wedum ». Au sens propre, « wedum » décrit quelqu'un d'isolé, mais il peut également signifier « unique » au sens positif de ce mot. On a donc un groupe de « wedutum », le pluriel de « wedum », formé par les uniques. J'espère que le sous-titrage automatique de YouTube transcrira bien unique et non pas eunuque. Ce sera intéressant de voir. Et je dis cela parce que certains textes mentionnent d'abord les wedum et ensuite les kirissakum dont je vous ai déjà parlé. On trouve aussi dans des lettres l'expression wardu rabutum, les grands serviteurs, pour désigner ceux qui ont précédé des individus qui, de nos jours encore, sont décrits comme les grands serviteurs de l'État. En outre, il faut prendre en compte des textes administratifs très intéressants, les perceptions de l'impôt décrits en babylonien comme igisum. Il s'agit de l'apport par les plus hauts dignitaires une fois par an, juste avant la grande fête de la déesse Ishtar, de différentes catégories de biens, bovins et ovins, objets en or et en argent, lingots d'étain, étoffes ou encore animaux sauvages. Ces tablettes ont été étudiées il y a quelques années par Grégory Chambon et Michael Guichard, mais ils ont davantage mis l'accent sur la forme de ces documents, des tableaux, comme vous pouvez le voir à l'écran, que sur leur prosopographie. Il faut dire que l'état de conservation de ces tablettes est généralement assez médiocre en raison de leur grande taille, qui fait que beaucoup d'entre elles ont été cassées en fragments. J'ai récemment proposé que, pour les wedum, cet impôt igisum soit désigné comme wedutum, donc l'abstrait, contribution à titre de wedum, pourrait-on traduire, de la même manière que les gouverneurs qui portaient le titre de chapitum versaient un impôt décrit comme chapitutum, la contribution au titre de chapitum. Parmi ces uniques, ces wedum, on trouve certains des personnages que nous avons déjà étudiés, comme Darish Libour, mais il y en a bien d'autres, et certains peuvent être considérés comme des ministres, en faisant attention, bien entendu, à ne pas commettre d'anachronisme. Dans la bibliographie classique sur le sujet, on trouve souvent des remarques relatives à l'absence de répartition ministérielle des tâches. C'est ainsi que, achevant son étude portant sur Yassim Soumou, Maurice Biraud avait indiqué « Sans prétendre expliquer de façon définitive cet état de choses, il est permis de penser que les souverains orientaux, s'ils ont sans doute défini sommairement les attributions essentielles de leurs grands fonctionnaires, n'ont jamais dû sentir la nécessité de les enfermer dans un cadre rigide ou une hiérarchie trop rigoureuse. Le roi de Marie pouvait même trouver avantage à utiliser indifféremment les services de tel ou tel d'entre eux. Il stimulait ainsi leur zèle, les habituait à se surveiller réciproquement et réussissait à entretenir des rivalités qui le servaient. » Fin de citation. L'accroissement de la documentation permet de montrer qu'une telle approche, malgré sa prudence, ne peut être complètement suivie. Il y avait des domaines de compétences bel et bien circonscrits, même si l'on constate aussi des zones de recouvrement. Nous allons commencer aujourd'hui par celui qu'on peut décrire comme le Premier ministre. Nous poursuivrons avec le ministre des Affaires étrangères et finalement, nous étudierons les activités du ministre de l'Économie et des Finances. Depuis l'époque de la troisième dynastie d'Ur, on connaît le titre de Sukalmar. Celui-ci n'est pas sans poser un problème de traduction que j'ai évoqué plusieurs fois depuis ma leçon inaugurale, ici même en octobre 2014. Doit-on le rendre par Premier ministre, au risque de l'anachronisme?
Mais traduire par grand vizir donne une tonalité orientale qui ne permet pas davantage de définir son rôle. Donc on ne peut donner que des approximations. En tous les cas, il s'agit du responsable le plus proche du roi. Et je rappellerai ici la superbe découverte qui a été faite en 2021 à Larsa par Antoine Jacquet, sous la direction de Régis Vallet, la fouille d'un bâtiment qui est numéroté B49 et qui s'est révélé être la résidence du Sukalmar, donc du Premier ministre, des rois Gungunum et Abissaré à la fin du XXe et au début du XIXe siècle, qui était nommé Etellum. Les archives découvertes dans ce bâtiment, que j'ai étudiées avec Antoine Jacquet, correspondent seulement à la gestion de la maisonnée d'Etellum. Ces archives professionnelles étaient sans doute conservées dans le palais, encore très incomplètement fouillées. À Mari, le titre de Sukalmar ne se rencontre que pour désigner l'empereur élamite, et c'est exceptionnel. Le souverain iranien est généralement désigné comme Soukal Elam, avec différentes variantes que j'ai recensées dans une étude à paraître. Et à Mari, comme à Babylone, le Premier ministre portait simplement le titre de Soukal tout court. Pour ce qui est de Babylone, on remarque que les individus qualifiés de Soukal sont souvent cités par deux. C'est le cas des documents dans lesquels le roi vend une terre où il figure parmi les témoins. On a ainsi Addouili Soukal et Hadan Shulikshud Soukal parmi les témoins d'un texte qui date de Samsu Iluna, ou encore Awilsin Soukal, suivi par Marduk Mushalim Soukal, dans un texte qui date de son successeur Abieshur, mais nous ne savons pratiquement rien d'autre sur ces individus. À Mari, le Soukal qui a jusqu'à présent retenu le plus l'attention se nommait Abdou Malik. J'ai publié sa correspondance dans le volume 26.2 de la série des Archives royales de Mari en 1988, édition qui était précédée d'une étude qu'on peut aujourd'hui mettre à jour. Abdou Malik est un nom fort répandu, comme le montrent les nombreuses attestations qu'on en possède dans les textes du palais, et les références où il porte le titre de Soukal sont beaucoup moins nombreuses. Il s'agit essentiellement d'apports de bœufs, d'étoffes et autres objets encore, qui faisaient partie des impôts Igisum dont j'ai parlé en commençant. On a d'autres apports analogues de la part de Abdou Malik, tant dans les textes publiés que dans les inédits, mais où son titre n'est pas indiqué. Par exemple, dans le texte ARM 24 203, où les autres contributeurs sont la reine Shiptou, le gouverneur de Mari Bardilim et le Chandabakoum Yassim Soumou. Et donc il ne fait pas de doute que le Abdou Malik, qui est cité ligne 5 sans titre, soit le ministre. Il en va de même pour différents textes d'apport d'argent. Et le Abdou Malik qui apparaît sans titre dans d'autres textes est sûrement le ministre. Par exemple, ARM 21 333, une distribution de vêtements où l'on trouve cette mention « un habit Isharoum » pour Abdou Malik qui est venu depuis Shubat-Enlil. Eh bien, clairement, le ministre revenait à ce moment-là d'une mission en Haute-Mésopotamie. C'est également de cette manière qu'on sait que Abdou Malik a accompagné Zimrilim dans sa campagne militaire de l'an 10, qui se termina à Ougarit. J'en ai parlé dans le deuxième cours. Eh bien, on a un texte de dépenses d'argent à Alep, ARM 25 751, où le nom de Abdou Malik apparaît, suivi de celui de Darish Libour. Donc ce sont clairement le Premier ministre et, si j'ai raison, le barbier du roi qui sont cités dans ce document. On voit donc que Abdou Malik a été le Soukal de Zimrilim pendant au moins 5 années, à la fin de son règne, de l'année 8 à l'année 13.
Mais il faut reconnaître que son importance n'est guère mise en valeur dans la correspondance publiée jusqu'à présent. Elle permet cependant de voir que son rôle n'était pas négligeable, malgré l'humilité qu'il professe lorsqu'il écrit à Zimrilim. De ce point de vue, la lettre ARM 26.2 398 est un texte intéressant parce que le ministre fait remonter au roi des objections sur l'impossibilité d'obéir à un ordre que Zimrilim avait demandé à son Premier ministre de donner. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle ton serviteur Abdou Malik. Mon Seigneur m'a écrit ceci. Avant ton départ, j'ai oublié de te donner des instructions. Lorsque tu seras arrivé, rassemble les charpentiers et les bateliers des districts de Terka et de Sagaratoum et envoie-les-moi aussitôt. Lorsque j'arriverai, je rassemblerai devant moi les charpentiers des districts de Terka et de Sagaratoum. Mais au sujet des bateliers, les gouverneurs et les intendants me saisiront en disant « Le grain de l'impôt, qui l'amènera pour nous à bon port au palais ?» À présent, si Monseigneur l'ordonne, je rassemblerai aussi devant moi les bateliers. Que Monseigneur m'écrive dans un sens ou un autre au sujet des bateliers. Vous remarquerez l'habileté de la formulation. Abdou Malik se déclare prêt à donner un ordre qu'il estime manifestement inopportun, pour dire le moins, et il est clair qu'il espère en réponse un contre-ordre. L'étude des relations entre le Premier ministre, Soukal, d'une part, et le secrétaire particulier du roi, Shounour-Haralou, d'autre part, ne manque pas d'être instructive. Sur le plan de l'étiquette, Abdou Malik manifeste clairement qu'il se considère comme supérieur à Shounour-Haralou. Par exemple, dans la lettre ARM 26.2 396, il ne fait pas suivre son nom d'une mention du genre « ton ami », Raïmka, comme la plupart des autres fonctionnaires, sans parler de ceux qui, comme Yarimadou, s'adressaient à Shounour-Haralou comme un fils à son père. En outre, Abdou Malik ne se conforme pas à la pratique habituelle qui consiste à envoyer à Shounour-Haralou personnellement un double du message qu'on adressait par ailleurs au roi, selon une formule que nous avons étudiée précédemment. Et le ministre donne ses raisons dans cette lettre, je cite, « Je ne t'avais pas fait porter de double de la tablette destinée au roi, puisqu'il n'y a jamais que toi pour lire à voix haute les nouvelles contenues dans une tablette adressée au roi et que nul autre n'a jamais à le faire. Voilà que j'ai fait porter par 2 fois une tablette, une pour le roi et une pour toi. J'envoie un message très urgent. Écoute cette tablette et si ça convient, fais-la écouter par le roi. » Autrement dit, dans ce cas précis, Abdou Malik a bel et bien écrit un double à Shounour-Haralou parce qu'il estime que seul ce dernier pourra juger de l'opportunité de communiquer au roi la lettre qu'il lui a adressée. Malheureusement, nous ne savons pas de quelle affaire il était ici question. Et à cette désinvolture générale qui était volontaire, nous avons cette lettre qui ne fait exception qu'en apparence. Si Abdou Malik écrit à Shounour-Haralou, c'est tout simplement parce que, après avoir mis sous enveloppe et scellé une lettre destinée au roi, il a reçu une information supplémentaire. Dit à Shounour-Haralou, ainsi parle Abdou Malik, « Je vais bien. Présentement, j'ai fait écrire un rapport complet sur une tablette et je l'ai fait porter à Monseigneur. Moi-même, je partirai 5 jours après ma présente tablette. Écris-moi de tes nouvelles. Autre chose, après que j'ai scellé la tablette destinée au roi, une nouvelle est parvenue. La troupe des Touroukou vient de franchir le fleuve. Annonce-le au roi. » Donc on voit ici que la lettre au secrétaire du roi s'explique par le fait qu'il s'agit de ce que nous appellerions un post-scriptum, rédigé après que le long rapport destiné à Zimrilim
ait été mis sous enveloppe et scellé. Et, entre parenthèses, on aimerait bien disposer du sceau de Abdou Malik, dont pour l'instant aucune empreinte n'a été retrouvée. Cette façon qu'a Abdou Malik de se considérer comme supérieur à Shounoura-Ralou eh bien, explique le dépit qu'il affiche dans une autre lettre. Le ministre de Zimrilim se trouvait alors à la cour d'Atamroum, qui était à ce moment-là roi d'Andarik, nous y reviendrons, et Atamroum déplorait le décès d'un certain Rashtoutou, on ne sait pas de qui il s'agit, et il n'adressa même pas la parole à Abdou Malik, qui était venu lui présenter ses condoléances. Et puis, sur ces entrefaites, arrive Shounoura-Ralou, et Atamroum se met aussitôt à lui parler. Et donc, Abdou Malik a considéré qu'on lui faisait un affront, et il a reproché au roi d'avoir ainsi envoyé son secrétaire sans l'avoir même prévenu. Et là, si vous me pardonnez la comparaison n'est pas raison, mais tout de même, quand j'ai publié cette lettre, j'ai pensé aux relations que peuvent avoir parfois en France le Premier ministre et le secrétaire général de l'Élysée. C'est bien entendu pas exactement la même chose, mais tout de même, il y a vraiment dans cette lettre quelque chose qui peut rappeler ce type de situation. Et nous avons d'autres lettres qui donnent diverses informations sur le rôle de Abdou Malik. Par exemple, une lettre de Tzidkoum Lanassi, qui était le ministre du roi de Carchemish, et qui écrit à son homologue Abdou Malik en lui demandant d'intervenir auprès de Zimrilim pour qu'on lui envoie ce qu'il avait demandé. On voit aussi le gouverneur de Terka, Kibri Dagan, dans une lettre adressée au roi, qui indique que c'est le Soukal qui lui a dit d'écrire directement au roi pour obtenir une décision à propos d'étrangers à retenir à Terka. Alors, il ne faut pas voir ici, je pense, une limite du pouvoir du Soukal, mais plutôt l'indice du fait qu'il ne se trouvait pas à ce moment-là auprès de Zimrilim, et donc il a préféré que ce soit le roi qui prenne directement la décision. On voit à une autre occasion le gouverneur de Sagaratoum Yakimadou écrire à Shounoura-Ralou pour prévenir de l'arrivée d'une caravane depuis le Yamrad. Il demande au secrétaire du roi de prévenir son maître, ajoutant que lui-même a prévenu Abdou Malik. Donc là, on a deux circuits parallèles en quelque sorte. Et on pourrait poursuivre cette énumération. Je relèverai surtout la mention de Abdou Malik avec son titre de Soukal dans la lettre de la déesse Ishtar de Ninette, c'est-à-dire de Ninive, à Zimrilim, qui est une lettre qu'on peut dater de l'année 10. Et c'est bien entendu intéressant de voir qu'une divinité est suffisamment bien au courant de ce qui se passe à la cour de Marie pour mentionner dans un message adressé au roi de Marie le nom et le titre de son ministre. Savoir qui est derrière, c'est une autre affaire, mais on reparlera des prophéties un peu plus tard. Abdou Malik a été également chargé par Zimrilim de plusieurs missions diplomatiques à l'étranger. Celle qu'il effectua dans le Nord à la fin de l'année 11 de Zimrilim est bien connue grâce aux lettres qu'il a envoyées presque quotidiennement au roi. Il s'agissait de réconcilier le roi de Kourda Hammurabi avec ses voisins Atamroum d'Andarig et Askouradou de Karana. Et malheureusement pour Abdou Malik, il n'a pas réussi. Et puis on a une autre mission mentionnée dans une autre lettre. Abdou Malik avait été envoyé par Zimrilim à Achour auprès de son homologue Lunana, qui était le premier ministre d'Ishmedagan, qui était à ce moment-là très malade. Mais finalement, pour une raison qu'on ignore, il n'a pas rempli cette mission, et ce sont Ibalpiel et Boukakoum qui en ont été chargés et qui ont fait leur rapport au roi dans la lettre ARM 26.2 489. Je vous ai dit que les premières attestations datées de Abdou Malik ne remontaient pas au-delà de l'année 8 de Zimrilim. La question est donc de savoir qui a été Premier ministre avant Abdou Malik.
il est très vraisemblable que ce fût sa métare, même si celui-ci ne porte nulle part ce titre, mais il n'en porte également aucun autre. Cependant, la correspondance de sa métare est encore en grande partie inédite et elle porte surtout sur des problèmes de relations internationales qu'il serait trop long d'étudier aujourd'hui. Et donc, nous allons poursuivre l'enquête avec cette fois ce qu'on pourrait appeler le ministre des Affaires étrangères, mais il faut d'abord indiquer qu'on doit écarter d'autres figures théoriquement possibles, notamment celle de garde des Sceaux, qui est le titre que porte aujourd'hui encore en France le ministre de la Justice. Et je rappelle que le sceau qu'il conserve sert à chaque modification de la Constitution. Le titre de garde des Sceaux, en babylonien Kishib Galum, existait, mais seulement dans certains temples, comme celui du dieu Sin à Our, et on comprend qu'une divinité ait eu besoin d'un homme qui conservait son sceau et le déroulait quand c'était nécessaire. Mais dans le domaine des scellements, point de délégation permanente de la part du roi. Nous avons vu que le souverain conservait avec lui son sceau personnel qu'il transmettait en cas de besoin, avec demande de retour immédiat. Nous avons vu cela à propos du cadeau de jarres de vin destiné à Hammurabi de Babylone. La justice restait de même une prérogative royale et nous l'avons étudié en détail l'année dernière. Mais si l'on poursuit l'enquête avec la terminologie moderne, se pose donc la question de savoir qui était ministre des Affaires étrangères. Il nous faudra d'abord voir le titre que pouvait porter celui-ci d'après l'exemple de Babylone, avant de tenter d'identifier les individus qui ont rempli ce rôle à Marie. Les lettres écrites à Zimrilim par ses envoyés à Babylone montrent que l'entourage le plus proche de Hammurabi, donc les individus avec lesquels ils interagissaient, était composé par 3 personnes. Il y avait bien entendu le secrétaire du roi, nommé Sinidinam, et puis il y avait également une paire formée par 2 ministres, un soukal nommé Irranada et un autre soukal, mais dont le titre est souvent complété par la mention Ubari, soukal Ubari, qui était Sin Bel Aplim. Alors on trouve parfois la référence avec soukal seulement. Le titre de soukal Ubari comporte le mot Ubarum, qui désigne tout étranger relevant d'un autre souverain que celui sur le territoire duquel il se trouve. Et le domaine de compétence du soukal Ubari, donc littéralement le ministre chargé des étrangers, était double. D'abord, on voit que c'était lui qui accueillait les messagers étrangers à leur arrivée au palais. C'est ce que montre une lettre d'Iturazdou expédiée depuis Babylone, où il était en mission. L'expédition de Monseigneur que j'ai dirigée et le présent que Monseigneur m'a fait porter chez Hammurabi, je les ai conduits à bon port. Le premier jour où je suis entré à l'intérieur de Babylone, je n'ai pas pu rencontrer Hammurabi. Le lendemain, à l'aube, j'ai pris la tête des messagers des Touroukéens et des alliés qui ont fait route avec moi, et je suis allé à la porte du palais pour délivrer le contenu de ma mission. À mon arrivée, le ministre des Étrangers, le soukal Ubari, est sorti du palais au-devant de moi. Alors, ici, le nom de ce soukal Ubari de Hammurabi n'est pas donné, mais il s'agit sans aucun doute de Sin Bel Aplim, parce qu'une autre lettre inédite d'Iturazdou montre que ce personnage était déjà en poste au début du règne de Zimrilim. Et vous voyez ici l'importance que jouait la porte du palais dans les relations diplomatiques. Je rappellerai que l'expression « sublime porte » qui a fini par désigner l'Empire ottoman décrivait au départ la porte monumentale du palais de Topkapı à Constantinople. Je ferme la parenthèse et je reviens au rapport d'Iturazdou qui se poursuit ainsi.
Il, c'est-à-dire donc le ministre de Hammurabi, il m'a questionné en fonction de l'ordre écrit de son seigneur ainsi. Entre toi et le Touroukéen, à qui dois-je donc dire le salut en premier ? Je me suis fâché et je lui ai répondu en ces termes. Tu mets donc à égalité le Touroukéen avec mon seigneur ? N'est-ce pas moi qui ai pris la tête des Touroukéens et des messagers des alliés et qui les ai conduits ici ? Ne sont-ils pas venus sur l'ordre écrit même de mon seigneur ? De rechef, il m'a interrogé ainsi. Pourquoi donc alors les rois du pays du Choubartoum ne cessent-ils pas d'écrire chez ton seigneur en tant que frère et ne lui écrivent-ils pas en tant que fils ? Moi, je lui ai répondu, statut de frère ou bien de fils, qu'importe, si, une fois entré, il, c'est-à-dire Hammurabi, me demande en premier des nouvelles de mon seigneur. Si je donne mon rapport en premier, alors je veux bien entrer, sinon je n'entrerai pas. Consulte-le, de telle sorte que je puisse délivrer devant lui mon rapport, qu'il te dise ce qu'il en est. Voilà, entre autres, les paroles appropriées que j'ai tenues. Il, donc le ministre, est rentré et il est allé rapporter chez son maître tout ce que je lui avais dit. À présent, il m'a demandé le salut en premier et j'ai communiqué mon rapport. Donc on a ici une scène qui est décrite de façon très savoureuse. Iturasdu tient à montrer à Zimrilim qu'il s'est battu pour que le rang du roi qu'il avait envoyé soit respecté. L'affaire est intéressante parce qu'elle nous montre une fois de plus à quel point les diplomates de ce temps étaient sensibles au protocole. Savoir si les choses ont changé depuis ce temps-là, je vous en laisse l'appréciation. L'accueil des étrangers de passage supposait d'organiser les audiences qu'ils attendaient du roi local, mais également de s'occuper de leur logement. Le Soukaloubari était aussi, à l'occasion, chargé de missions diplomatiques. C'est ainsi que Sin Belaplim fut envoyé auprès du frère du roi de Larsa Rimsin, qui résidait à Mashkan Shapir, je cite, et à partir de ce jour, il, c'est-à-dire Hammurabi de Babylone, a donné des instructions au ministre des Affaires étrangères, Sin Belaplim, et à un scribe parmi les secrétaires, et il les a envoyés dans le royaume de Larsa. Ils demeurent à Mashkan Shapir auprès de Sin Mubalit, qui était le frère du roi de Larsa Rimsin. Et le ministre de Rimsin demeure auprès de Hammurabi. Dans l'état actuel des publications, nous n'avons aucune attestation d'un Soukal ou Bari de Zimrilim à Mari. Alors, face à cette situation, on peut considérer que la répartition des tâches à Mari était différente de celle qu'on trouve à Babylone, mais on doit aussi considérer que les titres de secrétaire du roi ou de barbier du roi ne sont pas non plus attestés, alors que nous avons pu identifier les individus qui remplissaient ces tâches, respectivement Shunuraralu et Darishlibour. D'où la question, qui était le Soukal ou Bari de Zimrilim ? Qui était chargé de l'accueil des messagers étrangers, des troupes étrangères ? Curieusement, la question n'a jamais été posée telle qu'elle jusqu'à présent, et je voudrais aujourd'hui faire deux hypothèses à ce sujet. Le premier titulaire du poste pourrait bien avoir été Iturasdu, et puis, quand il partit de Mari pour devenir gouverneur de Sagaratum, il aurait été remplacé par un personnage qui s'appelle Rami Shagish. Iturasdu, les grandes lignes de sa carrière ont été fixées progressivement. Nous savons maintenant de façon sûre qu'il a commencé par être en fonction à Mari, puis qu'il a été nommé gouverneur de Sagaratum, et finalement qu'il est parti pour Nahur en l'an 6 de Zimrilim. Brigitte Lyon avait proposé en 2001 de voir en Iturasdu un gouverneur de Mari avant l'entrée en fonction de Bardilim, tout en reconnaissant qu'on ne le voyait nulle part avec le titre de Chapitum qui désigne un gouverneur. Récemment, Jean-Marie Durand a édité ou réédité dans le dernier chapitre de ARM 33 la correspondance d'Iturasdu avant qu'il ne parte à Nahur, soit 50 lettres. Il a estimé qu'elles sont de la main même d'Iturasdu et
il a signalé que cet individu avait déjà été en poste sous Yasmaradou, attesté comme devin. Pour lui, Itourasdou aurait été gouverneur de Mari après le décès de Bannoum, qui eut lieu à la fin de la première année de règne de Zimrilim. C'est possible, mais j'avoue avoir un doute. En effet, Brigitte Lyon avait remarqué que plusieurs lettres d'Itourasdou et de Bardilim font allusion aux mêmes événements. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quelle aurait été la position de Bardilim s'il n'était pas déjà, à ce moment-là, gouverneur de Mari. Après examen attentif, il m'est apparu que les attributions d'Itourasdou, quand il était en poste à Mari, pourraient bien correspondre à ce qu'on attend d'un soukal ou bari. En l'absence du roi, il tenait celui-ci au courant du passage de messagers étrangers, comme dans cette missive. Le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, Choubnaël, fils d'Ibalpiel, homme de Tizrach, messager de Monseigneur, Arhoutabou et Ipikmami, 2 messagers secrétaires d'ambassade, et un messager au service de Chalouroum, soit 2 messagers echnounéens et un messager de Chalouroum, qui me sont arrivés à Mari depuis Echnouna pour aller voir Monseigneur, doivent résider un jour à Mari. Le lendemain, je les pourvoirai de provisions et les expédierai chez Monseigneur. Autre chose, c'est le 5 courant que j'envoie ma présente tablette chez Monseigneur. La ville de Mari et le palais, ça va. Donc on voit bien que le roi n'est pas à ce moment-là dans la capitale et Itourasdou accueille ces messagers étrangers et va ensuite les remettre en direction de là où se trouve le roi. Et nous avons un grand nombre de lettres d'Itourasdou de ce type. C'est également Itourasdou qui dut organiser le séjour à Mari de Simar Ilané. Celui-ci était un prétendant au trône de Kourda et venant de Babylone, il était en route vers sa future capitale, mais à ce moment-là, Zimrilim était absent de Mari. Voici une des 3 lettres qu'Itourasdou écrivit au roi à ce sujet. Dis à Monseigneur, ainsi parle Itourasdou, ton serviteur, le jour où je fais porter ma présente tablette chez Monseigneur, Abimekim, homme de Khumsan, messager de Monseigneur, est arrivé depuis Babylone à Mari et m'a dit ceci: d'ici demain, Simar Ilané arrivera à Mari avec sa troupe. Alors moi, je me suis enquis auprès d'Abimekim de sa troupe, et voici ce qu'il m'a dit. 150 hommes de Babylone et 50 Noumréens, donc des gens originaires de Kourda, soit un total de 200 hommes, représentent ceux qui composent sa suite. Voilà ce qu'Abimekim m'a dit. Maintenant, le jour où cet homme arrivera, il n'aura pas de raison de s'offusquer. Les soldats qui forment sa suite, je ferai réquisitionner pour eux dans l'Adachoum des logements de réquisition, mais je ne permettrai pas à un seul des escorteurs d'entrer dans le Kirchoum. En revanche, je ferai entrer Simar Ilané dans le Kirchoum, et en fonction des serviteurs qui constituent sa suite, je lui donnerai une maison réquisitionnée convenable dont il ne s'offusquera pas. Alors cette lettre avait été publiée par Georges Dossin en raison de son intérêt pour la topographie de la ville de Mari. Elle offre en effet une division claire entre 2 zones, le cercle extérieur, décrit comme Adachoum, où des soldats étrangers peuvent loger sans qu'on craigne leur présence, et puis le cœur de la ville, le Kirchoum, où seul un roi étranger et sa garde rapprochée pouvaient entrer. Alors, quelle que soit la forme exacte de la ville de Mari, on a bien l'impression de 2 cercles concentriques. La seule représentation que nous ayons montre au contraire le Kirchoum comme une sorte d'acropole qui est à l'extérieur d'un ensemble plus vaste, mais qui ont une forme carrée. En tous les cas, donc, logement des étrangers qui arrivent dans la ville, c'est une des attributions d'Itourasdou, et ailleurs, on voit que c'est une attribution du Soukaloubari, donc on a tendance à considérer que Itourasdou est bel et bien un Soukal ou Bari.
Par ailleurs, il a été chargé d'une mission diplomatique à Babylone très délicate, et j'ai cité tout à l'heure le début du compte-rendu qu'il a envoyé à Zimrilim, avec cette histoire de protocole à la porte du palais. Et j'ajouterais que Ithurasdu eut comme épouse une princesse nommée Partoum, et c'est une caractéristique générale que les proches du roi aient presque tous pour épouse un membre de la famille royale. Alors il est vrai qu'il y a des lettres d'Ithurasdu qui parlent d'autre chose que d'affaires étrangères. Quelques lettres, par exemple, s'intéressent à la religion, mais cette relative polyvalence semble avoir été une règle générale, comme l'avait souligné Maurice Biraud dans l'extrait que j'ai cité tout à l'heure. Alors, si mon hypothèse, qui consiste à faire d'Ithurasdu le Soukalou-Bari, le ministre des Affaires étrangères de Zimrilim, se révèle exacte, la question, c'est de savoir qui l'a remplacé lorsqu'il a quitté son poste à Mari pour devenir gouverneur de Sagaratoum. Eh bien, je proposerais qu'il s'agisse de Khamishagish. J'ai consacré tout récemment une notice à cet individu en déplorant que son titre demeure inconnu, mais je pense aujourd'hui pouvoir aller plus loin. Alors, de toute façon, nous sommes sûrs que ce Khamishagish fait partie du premier cercle. Ça se montre de plusieurs manières. D'abord, en raison de sa présence dans les listes d'impôts Igisum. Par ailleurs, on voit Khamishagish apparaître dans la catégorie des uniques, les Wedutum. Enfin, Khamishagish est parfois mentionné dans des lettres parmi les plus hauts dignitaires de Mari. C'est ainsi que Ibal El mentionne dans une lettre au roi une affaire connue de, je cite, Bardilim, Abdou Malik, Kibridagan et Khamishagish, qui sont respectivement le gouverneur de Mari, Abdou Malik, le Premier ministre, et enfin Kibridagan, le gouverneur de Terka. Une lettre de Meptoum cite également Khamishagish parmi les plus hauts dignitaires. La séquence, cette fois, c'est Bardilim, le gouverneur de Mari, Khamishagish, donc, dont on cherche à établir la position, Kibridagan, le gouverneur de Tarka, Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, et tous les grands serviteurs, donc tous les autres. Alors ici, c'est intéressant parce qu'il est nommé avant après le gouverneur de Mari et avant ceux de Terka et Sagaratoum, mais il n'a jamais eu la responsabilité d'une province. Sa haute place ressort également de deux autres éléments. Lorsque Darish Libour conseilla un remède au roi de Mari, qui était à ce moment-là malade, il l'assura que lui-même l'avait essayé avec succès, de même que Khamishagish, ce qui montre donc implicitement le haut rang de ce dernier. Et puis, sa richesse personnelle ou sa position élevée, on ne sait, ressort d'un document qui enregistre l'apport d'une mine d'or destinée à l'achat d'étain lorsqu'Ishridagan est allé en Elam. Enfin, on peut signaler quelques textes où Abdou Malik et Khamishagish étaient cités sans leur titre, l'un après l'autre, ou en tout cas à proximité l'un de l'autre. Et donc, je pense que cela peut confirmer l'idée qu'ils aient tous les deux été soukal dans la deuxième moitié du règne de Zimrilim, l'un étant Premier ministre et l'autre plus spécialement chargé des étrangers. Pour l'instant, seulement 5 lettres écrites par Khamishagish ont été publiées. L'une d'elles annonce au roi l'arrivée de Meptoum ainsi que de Yataradou et de messagers élamites. On a une autre lettre du même type où Khamishagish tient le roi au courant du passage de messagers étrangers. Dans une autre lettre, Khamishagish rassure Zimrilim sur les mesures prises pour éviter une baisse du niveau de l'eau dans les canaux d'irrigation. Là, ça n'a rien à voir avec les affaires étrangères.
Et on a finalement une missive adressée au secrétaire du roi Shunuraralu, où Ramishagish explique qu'il a vu un rêve défavorable et qu'il a eu scrupule à en rendre compte. La lettre la plus intéressante est sûrement A266. Elle a été écrite depuis Alep, alors que Ramishagish se trouvait auprès du nouveau souverain Hammurabi, peu après la mort de son père Yarimlim. On a une lettre encore inédite qui montre le rôle que Ramishagish joua à ce moment crucial dans la vie diplomatique. Comme nous l'avons vu en 2015-2016, pour ceux d'entre vous qui étaient là, à la mort d'un roi, toutes les alliances qu'il avait conclues étaient de facto annulées, puisque ces alliances reposaient sur des serments qui engageaient la personne des rois. On disait à l'époque « tant que je vivrai », et puis on jurait. Et donc, à la mort du roi d'Alep Yarimlim, des négociations se sont engagées pour la conclusion d'une nouvelle alliance entre les rois de Mari et de Babylone d'une part, et puis le jeune roi d'Alep d'autre part. Et Hammurabi de Babylone, attention, au même moment, on a deux Hammurabi, l'un sur le trône de Babylone, l'autre sur le trône d'Alep, et il y a aussi celui sur le trône de Kourna, donc il faut faire très attention quand on lit les lettres. Ici, c'est sûrement Hammurabi de Babylone, et il déclare à l'envoyé de Zimrilim « Ah, si ton seigneur n'avait pas envoyé Ramishagish, son serviteur de confiance, Hammurabi, le nouveau roi d'Alep, aurait hésité concernant le serment par les dieux. À présent, Ramishagish l'a entrepris par ses propos et il lui a fait prêter serment par les dieux. Autrement dit, il l'a poussé à conclure l'alliance qui lui était proposée. Et donc, on voit que ici, Ramishagish est considéré par le roi de Babylone comme un serviteur de confiance, ce que les autres données proprement mariottes confirment, et Hammurabi de Babylone souligne son habileté dans les négociations qu'il mena avec le nouveau roi d'Alep. Donc je pense qu'on peut très sérieusement considérer Ramishagish comme ayant été le deuxième ministre des Affaires étrangères de Zimrilim. Et je passe maintenant à une troisième catégorie, ce qu'on pourrait appeler le ministre de l'économie et des finances, qui portait le titre de Chandabakum. Alors, j'ai signalé il y a longtemps une graphie phonétique exceptionnelle dans un texte juridique encore inédit, Shaddabakim, mais le titre est presque toujours écrit sous la forme d'un idéogramme sumérien avec les trois signes Ga-Dubba, qu'on lit généralement Pisan-Dubba, ou encore Sha-Dubba. Et ce titre a été compris comme personne en charge des paniers à tablettes. En effet, les tablettes étaient souvent conservées dans des paniers ou des coffres, qui se dit en sumérien Pisan, mais on ne doit pas en conclure que le Chandabakum était uniquement une sorte d'archiviste. Alors, si vous regardez le dictionnaire de Chicago, à l'article Chandabaku, qui est paru en 1989, vous serez relativement déçu, et cela montre les limites d'une approche purement philologique de ce genre de questions. En revanche, la prosopographie, elle, peut nous éclairer. À Mari, deux personnes ont occupé successivement cette charge, Yassim Soumou et Tzidki Epour. Les archives de Mari contiennent plus de 120 références à notre Yassim Soumou, et nous avons la chance qu'il n'y a pas de problème d'homonymie. Nous possédons les empreintes des deux sceaux que Yassim Soumou posséda successivement. La légende du plus ancien le définit simplement comme scribe, alors qu'il possède un sceau plus récent avec le titre de Chandabakum. Comment est-ce qu'on peut dater les sceaux ? Eh bien, d'après, bien entendu, la date des tablettes sur lesquelles les empreintes ont été déroulées. Et donc, on a ici un cas intéressant de promotion. Les deux tablettes qui portent l'empreinte du premier sceau ne sont pas datées, mais le sceau numéro 2 est attesté dès le mois 8 de l'année 2 de Zimrilim, et donc
Clairement, il y a une promotion de simple scribe. Yassim Soumou est devenu, tôt dans le règne, Chandabakoum, et ça explique par ailleurs pourquoi on a si peu d'empreintes du sceau numéro 1. Reste une question à laquelle il est difficile de répondre. Pourquoi Yassim Soumou s'est-il fait graver un nouveau sceau cylindre à l'iconographie quasiment identique à celle du précédent? Simplement, la petite déesse nue se trouve à droite de la légende sur le sceau le plus ancien et à gauche, au contraire, sur le sceau le plus récent. Donc on est sûr que ce sont deux sceaux différents. Et il aurait pu faire simplement regraver la ligne 2. C'est quelque chose qui est techniquement tout à fait possible. Vous repassez sur la pierre et vous regravez. Alors, on pourrait dire que dans l'opération, le sceau a été abîmé et que du coup, il a fallu en faire un nouveau. Je pense à une autre hypothèse, c'est que le nouveau sceau aurait été gravé dans une pierre plus précieuse, symbole de la dignité nouvelle de son propriétaire. Je vous ai déjà dit que les sceaux courants avaient leur matrice gravée en hématite, généralement, mais qu'on rencontre des sceaux en lapis-lazuli ou en cristal de roche. Et évidemment, quand vous portez votre sceau sur vous, puisque c'est comme ça que ça se faisait, eh bien, si on remarque une belle couleur bleue ou au contraire quelque chose qui brille comme le cristal de roche, c'est quand même mieux que la pierre noire de l'hématite qui était beaucoup plus banale. Quoi qu'il en soit, les empreintes montrent que le nouveau sceau a été pourvu d'une capsule qu'on peut supposer avoir été en or et qui a laissé des traces longitudinales sur les tablettes. Ziegler a observé que Yassim Soumou avait pour épouse une princesse nommée Durshatoum et que le mariage a eu lieu peu avant la fin du mois 6 de l'année 2 de Zimrilim, moment où l'on trouve dans une liste de femmes ayant prêté serment Durshatoum, épouse de Yassim Soumou. Or, nous avons vu que c'est à cette date que Yassim Soumou est attesté avec le titre de Chandabakou. Donc, promotion et mariage semblent dater du même moment, et on peut supposer que Yassim Soumou a rendu à Zimrilim un service particulièrement éminent qui lui valut une double reconnaissance de la part du roi. Yassim Soumou est l'auteur d'une 50aine de lettres, dont 40 adressées à Zimrilim et 7 à son secrétaire Shunuraralu. À partir de cette correspondance et des nombreuses autres références que l'on possède à Yassim Soumou, on peut reconstituer les activités de ce ministre de l'économie et des finances en poste pendant la plus grande partie du règne de Zimrilim. Il y a eu 2 études consacrées à ce personnage. Celle de Maurice Biraud remonte à 1964 et plus récemment, il y a eu celle de Stéphane Maul en 1997 qui a publié des lettres supplémentaires et qui a en particulier examiné 6 points saillants des activités de Yassim Soumou: la gestion des réserves, la gestion de ce qu'on appelle dans les textes les tablettes du palais, l'approvisionnement du personnel palatial, des invités et des soldats, la participation à la gestion du personnel, l'organisation du travail et, pour finir, l'inspection des biens du palais et la surveillance du travail de la moisson. Alors, je me limiterai, faute de temps, à quelques aspects seulement des activités de Yassim Soumou, et on en rencontrera d'autres lorsque nous le verrons interagir avec l'intendant Moukanichoum ou le chef des marchands Idiyatoum. Premier domaine sur lequel je voudrais mettre l'accent, le rôle de Yassim Soumou dans le compute du temps. Et d'abord dans le choix des noms qu'on donnait aux années. On connaît 2 lettres. La première qui est écrite au roi. Il faut que l'année qui a commencé soit dénommée ainsi, année où Zimrilim est allé en renfort de Babylone, une 2e fois, au pays de Larsa. Et au même moment, Yassim Soumou adressait une lettre plus explicite au secrétaire du roi. En ce qui concerne la dénomination de l'année, à propos de laquelle tu m'as écrit en ces termes, année où Zimrilim a offert un grand trône à Dagan,
Il se trouve que ce trône n'a pas encore été offert. Voilà que je viens de faire porter une tablette chez le roi, proposant que la dénomination de l'année soit « année où Zimrilim est allé en renfort de Babylone pour la seconde fois au pays de Larsa, attire l'attention du roi sur cette tablette et écris-moi dans un sens ou dans l'autre. » L'examen des textes administratifs montre qu'en définitive, ce fut la solution préconisée par le secrétaire du roi qui a été retenue, et non pas celle qui avait la préférence de Yassim Soumou, dont les objections nous paraissent pourtant fondées. En tout cas, l'épisode a l'intérêt de nous montrer que le Chanda Bakoum prenait part au processus conduisant au choix du nom d'une année, et après tout, la plupart des tablettes datées, à savoir les textes administratifs, étaient rédigés par des scribes qui étaient placés sous son autorité. Mais la compétence de Yassim Soumou s'étendait également au calendrier religieux. C'est ce que montre cette lettre, je cite, « La lune est arrivée le 2, ce qui est plus que la normale. Le jour où j'envoie cette tablette de mois, c'est à Marie le 3 courant du mois. Il faudrait que mon Seigneur m'envoie le compute qu'il garde en sa possession, afin que je fasse le décompte des jours pour les sacrifices de la déesse d'Eritum. D'autre part, rapport aux honneurs à rendre à Simari l'année, vous vous rappelez, le prétendant au trône de Kourda qui arrivait à Marie, mon Seigneur m'a signifié par lettre le fait de sortir à sa rencontre. Lorsque Simari l'année arrivera, devrons-nous nous prosterner que mon Seigneur m'écrive ce qu'il doit en lettres? J'ai envoyé chez mon Seigneur ma présente lettre le 3 du mois de Kiskissoum. Alors la deuxième partie de la lettre est très importante parce qu'elle nous ramène au dossier que nous avons examiné tout à l'heure à propos d'Itourazdou, mais surtout ça donne une idée très précise pour la lettre. Lorsqu'une lettre est datée, elle n'est datée que du jour et du mois, jamais de l'année. Mais nous avons des documents administratifs qui datent la venue de Simari l'année à Marie et qui montrent que c'est au mois 11 de la première année de Zimrilim, ce qu'on appelle l'année de Karat. Donc voilà que notre lettre se trouve datée. Et pour finir, il semble que Yassim Soumou ait joué un rôle très important dans la fixation du calendrier au début du règne de Zimrilim. En effet, la conquête de Marie par ce dernier a posé un problème technique que j'avais évoqué rapidement dans le deuxième cours, l'abandon du système des éponymes pour le retour au système des noms d'année qui s'est accompagné d'un changement dans le début de l'année. Et le résultat a été un problème terrible dans le compute du temps qui n'a été réglé qu'au bout de 18 mois, peut-être même un peu plus. Or, c'est justement à ce moment-là qu'on voit Yassim Soumou promu au rang de Chanda Bakoum. Et il est difficile de croire à une coïncidence. Par ailleurs, on a remarqué que nous n'avons aucun compte récapitulatif pluriannuel qui débute avant le 10e mois de la deuxième année du règne. Et donc, il me semble que Yassim Soumou, ayant accédé à la responsabilité de Chanda Bakoum et voulant mettre de l'ordre dans les archives comptables du palais, a décidé une réforme du calendrier. Et l'épisode relatif au choix du nom d'année, qui est de 10 ans postérieur, montre bien que ces questions relevaient de la compétence du Chanda Bakoum, même si les décisions ultimes appartenaient au souverain. On voit également Yassim Soumou superviser certains travaux dans le palais, comme la construction d'un réservoir Igoum. On aura l'occasion de reparler de nombreux travaux avec le portrait de l'intendant Moukanichoum. J'ai mentionné tout à l'heure le problème de la répartition des compétences ministérielles. Eh bien, une lettre de Yassi Dagan à Samétar montre que dans les provinces, les intendants, aboubitim, ne dépendaient pas des gouverneurs, mais étaient directement rattachés au ministre de l'économie dans la capitale. Il s'agit de l'inédit A713, dont je cite un extrait. « J'ai entendu dire ceci. Yassim Soumou a dit ceci par devant Samétar. De même que toi,
tu es responsable des gouverneurs. Moi, de la même manière que toi, je suis responsable des intendants. En dehors du roi Monseigneur, je ne dois demander son avis à personne. Voilà ce que j'ai entendu dire. Donc il y a là un problème entre les deux hommes. Yassim Soumou, c'est le Chandabaku. Samétar, nous l'avons vu, c'est le Soukal. Et donc, Samétar, en tant que Premier ministre, a la haute main sur la fonction de gouverneur. Et symétriquement, le Chandabakoum, le ministre de l'économie, lui, il est en charge des intendants. Et ce passage explique pourquoi la nomination des intendants à Boubitim était décidée à Marie, alors qu'ils étaient ensuite envoyés dans les provinces. C'est tout simplement parce que les gouverneurs de province se voyaient imposer à leur côté des intendants sur lesquels ils n'avaient aucune prise. On y reviendra à propos des gouverneurs. Et ceci permet de mieux comprendre toute une série d'incidents qui sont relatés ça et là. Par exemple, lorsque de la farine s'est gâtée, eh bien, le gouverneur de Sagaratoum a souhaité que le roi demande à Yassim Soumou de faire livrer de la farine aux Aboubitim pour qu'elle soit donnée comme ration à la domesticité du palais. Ce n'est pas Yakimadou lui-même qui peut intervenir. Cette mainmise de Yassim Soumou sur les réserves des provinces se constate également dans cette lettre. Je cite, « En ce qui concerne le grain de Nahour, ils ont acquis 300 ougars de grain. Un intendant, à Boubitim, y a été nommé. Cependant, écrit Yassim Soumou, il ne m'envoie nul rapport, positif ou négatif. Précédemment, il n'y avait pas de grain pour eux. On leur en apportait depuis Katounan, Tabatoum et Zilhan. À l'heure actuelle, ils ont acquis du grain, mais c'est devenu leur chose à eux. Il ne faudrait pas que, étant donné qu'ils ont acquis un grain abondant, ils entreprennent de le dilapider. De même que, à Katounan et Tabatoum, une fois que j'eus livré les rations des gens et des animaux, ainsi que la semence, pour une année, ainsi que les repas de Monseigneur, j'ai mis sous scellé à Monceau le restant du grain. Voilà que je viens d'expédier Yal-Oumou. Monseigneur doit expédier avec lui à Nahour des gens, afin que, ayant livré les rations des hommes et des animaux, ainsi que la semence pour une année, ils mettent le reste du grain sous scellé à son seau. Donc, on voit à quel point Yassim Soumou était pointilleux et soucieux d'éviter que les réserves de céréales constituées à grand-peine soient gaspillées. Et ce qui retient ici notre attention, c'est le fait que l'intendant qui a été nommé à Nahour dépendait de Yassim Soumou, à qui il aurait dû envoyer des rapports. Et c'est donc son infidélité qui est ici dénoncée par Yassim Soumou au roi. Yassim Soumou mourut au milieu de l'année 12 de Zimrilim, et donc pendant la dernière année et demie qui nous est documentée, il a eu pour successeur un certain Tzidkiépour, avant donc que ne s'arrêtent les archives de Marie. Tzidkiépour a fait l'objet d'une étude d'Hervé Reculot parue en 2018. Le corpus le concernant comporte 13 lettres dont il est l'auteur, auxquelles il faut ajouter 10 lettres le mentionnant. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je m'intéresserai surtout à la manière dont la succession se déroula, parce que Tzidkiépour a écrit à cette occasion une lettre très intéressante. « Monseigneur m'a placé à un poste important. Je ne suis pas assez fort. Comme le Dieu qui appelle l'humanité, à présent, moi, ver de terre, vivant dans la base du mur, Monseigneur, dans sa divinité, m'a touché le menton et m'a renvoyé chez les hommes. Or, je ne possède rien du tout. Monseigneur m'a fait monter sur un char. Avec quoi en nourrirais-je la monture? Et le bœuf pour la taxigissoum, avec quoi le nourrirais-je? » Donc vous avez ici une rhétorique qui est absolument admirable. Tzidkiépour s'abaisse complètement, et puis aussitôt après, c'est pour mieux demander des présents de la part de souverains. Et il poursuit. « Le visage de Monseigneur est tourné vers une expédition. Je ne peux donc aller parler à Monseigneur. En outre, j'avais envoyé un message à Monseigneur par l'entremise de Shounouraralou. Mais Monseigneur n'a pas fourni les décisions concernant mon affaire. »
Alors ici, on a un passage qui est bien intéressant parce qu'il explique les règles qui régissent l'accès au roi. Quand il est dans sa capitale, on sollicite une entrevue, on ne lui écrit pas. Les lettres au roi de la part des fonctionnaires de la capitale, donc, correspondent toujours à une période où Zimrilim est absent de Mari. Par ailleurs, on voit qu'on doit solliciter le roi par l'entremise de son secrétaire, et c'est seulement si l'on n'obtient pas de réponse qu'on écrit directement au souverain. Et alors, Tzidkiépur, dans la suite de la lettre, se fait plus précis quant à ce qu'il attend du roi. À présent, il y a 80 arpents qui appartenaient à Yassim Soumou à Mishlan. Là-dessus, on a donné 20 arpents à ses enfants. De ce champ, il faut que Monseigneur me donne en supplément, autant qu'il est possible de donner en supplément, afin que je moissonne le grain et que je retourne les mottes. Jusqu'à présent, on a nettoyé le sol, et il faut que je puisse cultiver là où c'est possible, car c'est déjà le temps de la moisson. Dans un sens ou dans l'autre, il faut que Monseigneur m'envoie un ordre complet. Si Monseigneur ne me soutient pas au moment de la moisson, quand donc me soutiendra-t-il? Devrais-je emprunter à intérêt auprès de mon district afin de manger 10 ougars ou 20 ougars de grains? Où cela est-il suffisant? Monseigneur ne doit pas m'amener à emprunter à intérêt. Alors on voit ici qu'un proche du roi avait droit de son vivant à des terres en bénéfice. À sa mort, sa famille n'en conserve qu'une partie, en l'occurrence un quart, et le reste est transmis à son successeur, mais celui-ci pouvait en souhaiter davantage. Vous voyez comment, au fur et à mesure de nos portraits, l'image de la vie dans le palais et le royaume de Marie se complète. La semaine prochaine, notre cours sera consacré à la figure d'Askoudoum, qui fut devin, mais pas seulement, et cela nous donnera l'occasion de rencontrer le chef de musique Richia et bien d'autres personnes. Je vous remercie de votre attention.